Bienvenue dans le débat. Il est consacré aux incendies, notamment dans le sud de la France. À Marseille, le feu est maîtrisé, mais la vigilance reste de mise. Dans l'Aude, près de Narbonne, les pompiers sont toujours mobilisés, ainsi que dans l'Hérault. Le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré en Europe de l'Ouest, avec 2 vagues de chaleur précoces. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le service européen Copernicus. En Espagne, les pompiers sont parvenus à stabiliser l'incendie qui a ravagé plus de 3000 hectares de forêt en 3 jours, près de Tarragone, dans le nord-est du pays. En Grèce, l'Acropole a une nouvelle fois fermé ses portes aux heures les plus chaudes de la journée. Une vague de canicule frappe le pays et face au risque extrêmement élevé d'incendie, la protection civile grecque a placé en état d'alerte une grande partie de la région autour d'Athènes, de l'Attique, du centre et du Péloponnèse. On va faire un point d'abord à Marseille. Quels sont les dégâts et comment finalement les Marseillais ont-ils affronté les flammes? La France est-elle prête à faire face à l'été alors que les températures caniculaires ont démarré très tôt? On va revenir sur le constat de Copernicus, justement, comment expliquer cette chaleur du mois de juin en Europe et puis comment les Européens peuvent-ils mieux coopérer, comment aussi mieux prévenir incendie, comment lutter. On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le commandant Adrien Ponin-Sinapayen. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole de la sécurité civile. En face de vous, nous avons Hendrik Davy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député de Marseille, groupe écologiste et social, président également du groupe Forêt et Filière Bois de l'Assemblée nationale, donc spécialiste des forêts. Merci d'être là. Fabio D'Andrea est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes climatologue au CNRS, directeur du département de géosciences de l'École normale supérieure. Nous avons avec nous David Gilbert, notre envoyé spécial à Marseille, qui est avec nous. Et on attend celui qui va nous rejoindre peut-être un peu plus tard, Michel Amiel, qui est donc maire de Pennes-Mirabeau. On va démarrer par un retour en images, justement, sur ce qui s'est passé à Marseille, ce feu qui a parcouru 700 hectares. Les habitants des quartiers quand même touchés dans le nord de la ville. Ce quartier d'habitation du nord de Marseille est couvert de cendres, détruit par les flammes. Au milieu, ce matin, les marins-pompiers de Marseille s'activent. De maison en maison, mètre après mètre, ils arrosent en abondance. Là, ça s'appelle le noyage. En fait, il va falloir qu'on aille voir toutes les souches qui sont encore en train de fumer. Et toutes les parties blanches, il va falloir qu'on les noircisse pour éviter qu'il y ait une reprise, en fait. Parce que le feu, il peut être sous-jacent et ça peut repartir d'un instant à l'autre. La crainte, voir renaître le feu qui a terrorisé ses habitants. C'est le plus gros depuis que je suis là. Voilà. On en a déjà eu 2 avant, mais celui-là, il a fait peur. Le nord de Marseille, en proie à un incendie éclair depuis hier. En moins de 24 heures, il a parcouru 750 hectares, touché 70 maisons, 10 sont totalement détruites. Y en a-t-il d'autres? C'est l'angoisse des évacués ce matin sur ce barrage. Comme cette femme. Avec sa fille, elle a dormi ici, dans sa voiture, pour ne pas s'éloigner de sa maison. J'ai vu les flammes arriver et j'ai eu peur et je suis partie en perte et fracas et je suis partie comme ça et ça m'a tellement affolée qu'en fait ma fille avait tellement peur, elle voulait qu'on reste proche de la maison et du premier barrage possible. Pour l'heure, le vent est tombé. Le feu ne progresse plus. Les canadaires sont au sol, mais l'incendie n'est pas encore fixé. Au poste de commandement, les pompiers surveillent les fumées qui continuent de s'élever au large de la ville. La nuit a été longue, mais on peut aujourd'hui considérer que le feu, ce matin, est en très nette régression. Évidemment, nous resterons vigilants. Il est évident que sur un feu aussi impactant, sur autant de surface, il peut y avoir un moment des nouveaux départs, il peut y avoir des sauts, il peut y avoir des fumerolles. Le confinement est levé dans le 16e arrondissement de Marseille. Sur les rails, le trafic a repris pour les trains à grande vitesse. Le réseau TER reste perturbé. David Gilbert, vous êtes notre envoyé spécial à Marseille. Le feu est fixé maintenant. Quels sont les dégâts et dans quel état d'esprit sont les Marseillais? Bien, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même le sentiment d'avoir échappé au pire. Je vous rappelle qu'il y a
24 heures et quelques, un nuage très sombre s'élevait au-dessus du ciel marseillais. Beaucoup de gens ont pensé que l'incendie allait gagner d'autres quartiers que le 16e arrondissement, que l'Estac, qui a été le plus touché, ça a été dit dans le sujet. En termes de dégâts, bien, il y a quand même encore des quartiers, même si le confinement a été levé, eh bien, il y a encore des quartiers qui sont bouclés, où les gens ne peuvent pas se rendre encore chez eux. Et donc, il y a quand même plusieurs dizaines de maisons qui ont été endommagées, une dizaine totalement détruites, ça c'est sûr. Et puis, il y a des gens qui étaient encore en attente. On a pu aller un peu plus tôt dans la journée à Pennes-Mirabeau, qui est une commune à la lisière de Marseille, là où a eu lieu le départ de feu. Eh bien, il y avait des gens qui attendaient de savoir s'ils pouvaient rentrer chez eux. Ils étaient totalement dans l'incertitude. Donc voilà, entre incertitude et soulagement que le feu ne soit pas plus étendu et qu'il n'y ait pas de victimes, puisque je vous rappelle qu'il n'y a que des blessés légers, notamment en termes respiratoires, mais pas de blessés graves et pas de décès, fort heureusement. David, vous restez avec nous. Hendrik Davy, puisque vous êtes député de Marseille, est-ce que vous pouvez ajouter un complément d'information sur le bilan? Combien de maisons? On parle de 10 maisons détruites, 70 endommagées, pas plus, ce qui est déjà pas mal. 750 hectares qui ont été brûlés. Sur le bilan, j'ai le même bilan que le vôtre, mais je crois que ce que je voudrais dire d'abord, c'est remercier les pompiers qui ont fait un travail extraordinaire. On va en parler ensuite. Et remercier les habitantes et les habitants de Marseille qui ont respecté les consignes. Et on en discutait. Quelles étaient les consignes? Les consignes, c'était notamment quand une des premières consignes dans les quartiers qui étaient touchés, c'était de rester chez soi, de rester confiné, de mettre de l'eau sur les tissus pour bloquer les orifices des fenêtres et des portes et pour éviter l'intoxication avec les fumées et éviter de prendre la route. Ça doit faire peur d'être confiné chez soi. Mais éviter de prendre la route parce que quand on prend la route, et je crois qu'il faut le redire aujourd'hui ce soir, quand on prend la route, on est vraiment plus vulnérable dans sa voiture et dans un bouchon dans sa voiture, c'est là où les drames sont les pires. Voilà. Donc moi, je pense que ce que je peux vous rajouter quand même, c'est que beaucoup de Marseillaises et de Marseillais étaient très angoissés hier parce qu'on ne l'a pas dit, mais on a tous et toutes les images de Los Angeles. C'est un feu qui a ravagé une grande partie du nord de la ville de Los Angeles et je pense que beaucoup de Marseillais avaient ces images-là. Heureusement, ça n'a rien à voir, on a évité le pire, mais je crois qu'il y avait beaucoup d'angoisse et cette fumée noire, ces quartiers confinés, des habitants et des habitantes qui devaient quitter leur logement quand même, parce qu'il y a quelques quartiers, la cité de la Castellane à un moment devait ou pas être évacuée. Voilà, je crois qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur et maintenant, je pense, du soulagement. Voilà. Commandant Ponin Chinapaya, il y a eu quoi, 700 pompiers mobilisés à Marseille? Au pic de l'intervention, on est monté hier jusqu'à 1000 sapeurs-pompiers, à la fois du bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui a cette particularité d'être des pompiers militaires, et puis des renforts des sapeurs-pompiers du SDIS 13. Et on a constitué également des colonnes de renforts pour attaquer massivement ce feu. Donc au pic de l'intervention, 1000 sapeurs-pompiers, notamment avec des groupes urbains. Techniquement, ce sont des groupes qui protègent les habitations. Et on a renforcé cette voilure terrestre avec une voilure aérienne et nos moyens de sécurité civile qui ont permis de poser des barrières de retardant à proximité des habitations. Voilà pourquoi on a un bilan très favorable, à la fois un bilan humain. Ça a été rapide donc finalement ce renfort sur place? Oui, parce que tous les jours, notre stratégie de sécurité civile, c'est de prépositionner des engins. On en parlait avec l'expert météo pendant la pause, mais c'est de prépositionner des moyens en fonction du niveau d'occurrence du risque. C'est ce que nous avions fait hier, d'abord avec ces départements de l'arc méditerranéen qui sont touchés, 4 départements avec des conditions climatiques particulièrement denses cette année. Et puis nos moyens aériens qui tournent aussi en ce qu'on appelle en guet aérien armé, le GAR chez les sapeurs-pompiers. Ce sont ces rotations prévisionnelles qui sont prévues pour détecter immédiatement le départ de feu et pouvoir l'attaquer le plus tôt possible. Alors justement, quand on dit que ce feu est fixé, qu'est-ce que ça signifie? Il faut rester quand même vigilant, il y a des pompiers encore présents? Oui, ce soir, cette nuit, 650 pompiers encore mobilisés pour tenir ce feu qui fait 750 hectares. Un feu fixé, c'est un feu qui n'évoluera pas en termes de surface. Pour autant, ça a été rappelé par les autorités présentes sur le terrain. On a encore des fumerolles, des feux et un noyage qui va durer beaucoup de temps. On le voit dans l'Aude, un feu qui a commencé ces dernières 48 heures et qui continue avec des actions pour parfaire l'extinction. Fabio D'Andrea, vous êtes le climatologue de ce plateau. Début de saison quand même très tôt pour ces incendies. Copernicus qui dévoile aujourd'hui même que le mois de juin a été en Europe de l'Ouest le plus chaud jamais enregistré. C'est quand même assez incroyable et jamais enregistré. C'est incroyable, mais c'est pas... Et la canicule, on sait qu'elle favorise les feux, donc il y a quand même... C'est pas surprenant, en fait, on se l'attendait. Et au niveau global, c'était genre le 3e plus chaud du mois de juin. Alors oui, en fait, la chaleur augmente, mais c'est pas tellement la moyenne, mais vous l'avez dit, c'est pas tellement la moyenne globale de température qui est importante, c'est celle qu'on regarde toujours, mais en fait, ce qui change vraiment, c'est la probabilité d'événements extrêmes
Et donc des événements extrêmes comme la canicule, par exemple, mais aussi les feux de forêt font partie, en quelque sorte, de phénomènes extrêmes climatiques, ou alors les sécheresses ou les inondations. Un mot, vous êtes toujours avec nous, David. David, vous avez rencontré pas mal de Marseillais sur place lorsqu'ils ont dû se confiner. J'imagine qu'ils ont eu peur. Comment ont-ils réagi ? Alors, moi, ce que j'allais rajouter, notamment, alors évidemment, tous saluent le travail des pompiers qui ont été mobilisés jour et nuit, mais beaucoup m'ont signalé aussi que certains habitants se sont mobilisés individuellement dans des zones où les pompiers n'avaient pas forcément accès. Tout à l'heure, on était à l'Estac, où un habitant nous racontait qu'il était seul. Bon, après, la police lui avait demandé d'évacuer, il a refusé, et il est resté seul pour lutter contre le feu dans son jardin, pour empêcher le feu d'arriver jusqu'à sa maison. Il avait juste un tuyau d'arrosage, 3 extincteurs, il était vraiment tout seul, il passait d'un côté à l'autre de sa maison. Tout ça pendant plusieurs heures jusqu'à la fin de la soirée. Après, il a continué à patrouiller toute la nuit pour regarder que ça ne reparte pas. Et puis, il m'a bien évidemment raconté que le Mistral affaiblit aux alentours de 2 heures du matin, ce qui a arrangé les choses, entre guillemets. Il m'avait auparavant décrit la violence de ce Mistral qui avait était descendu de la vallée du Rhône et qui a avancé à une vitesse fulgurante, m'a-t-il dit, en sautant par-dessus les collines parfois et en faisant passer les flammes d'une vallée à une autre, si je puis dire. Le Mistral, on va y revenir, commandant. Juste un mot justement sur l'attitude des habitants. On parle de confinement, ça c'est nouveau comme type. Auparavant, on parlait plutôt d'évacuation. Alors pourquoi confinement plutôt qu'évacuation ? Juste rappeler les gestes qui sauvent pour la méthodologie d'opération du feu de forêt. Se confiner dans son habitation pour un feu de forêt, c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit. Fermer ses volets. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif parce qu'on a envie d'évacuer, mais on n'est pas en sécurité dans son véhicule. Lorsqu'on prend la route, il ne faut surtout pas traverser un front de flamme ou un front de fumée avec son véhicule. Et c'est pour ça qu'on a un bilan qui est très favorable. C'est parce que les Marseillais ont suivi les consignes qui ont été données. D'abord par FR Alert, ce mode de communication en situation de crise qui permet d'envoyer un message sur tous les téléphones portables. Donc les consignes ont été respectées. Et puis si on a une évacuation à le faire en feu de forêt, elle se fait sur consigne, accompagnée par les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers. Et certains secteurs ont été effectivement évacués, mais sur ordre des autorités. C'est un choix de commandement. Donc plutôt confinement plutôt qu'évacuation. C'était ça le mot d'ordre. Ouais, moi, je voulais quand même rajouter quelque chose, c'est qu'on voit que cet incendie provoque des dégâts très différents. Il y a des gens qui ont tout perdu. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on ait une pensée pour eux, parce que vous disiez 10 habitations qui ont été totalement détruites. Je connais des gens qui ont des voisins à Saint-Henri qui ont tout perdu. C'est-à-dire la famille n'a plus rien, l'habitation a été totalement et intégralement détruite. Et puis, il y a presque tous les Marseillais qui ont subi un air pollué, enfin, ça a été dit par Atmos Sud, avec des niveaux de pollution 10 fois supérieure aux normes. Donc voilà, on voit à la fois la pollution de l'air, la destruction des habitats et l'angoisse des gens. Enfin, on voit l'ensemble, je crois, sur cet exemple, on voit l'ensemble des effets d'un incendie à proximité des lieux d'habitation. Et un élément, moi je pense, c'est la plupart des habitats qui ont brûlé sont vraiment proches de la zone forestière. Et on le redira, je crois que c'est une chose qu'il va falloir faire évoluer, c'est de ne plus construire en forêt. Et parce qu'il y a quand même des lotissements neufs qui étaient proches de la zone forestière, et ça, normalement, on ne devrait plus en avoir. Parce que, ça ferait partie des mesures de prévention. Voilà. Il faudrait éviter d'avoir un habitat en milieu forestier. C'est vraiment quelque chose d'assez important, parce que les pompiers sont obligés de se focaliser pour protéger les habitations au détriment de la lutte globale contre le feu. Michel Amiel, on me dit que vous êtes par téléphone avec nous, maire de Pennes-Mirabeau. Bonsoir à vous, si vous m'entendez. Ah, je n'ai pas l'impression que vous m'entendiez. Non, Michel Amiel n'est pas avec nous. Sur le démarrage de ce feu, c'est pour ça que je voulais interroger le maire de Pennes-Mirabeau, parce qu'il a démarré à Pennes-Mirabeau. Oui. Et en fait, c'est un véhicule qui a flambé sur l'autoroute. C'est comme ça que ce feu a démarré. C'est bien cette nature accidentelle du feu des Pennes-Mirabeau qui s'est déplacé dans un axe de progression vers le nord de Marseille, 15e et 16e arrondissement. Il faut le rappeler, 9 feux sur 10 en période estivale sont d'origine humaine, et on ne peut rappeler que les gestes de... Donc humaine, bon là il y a eu une voiture qui a pris feu, je dois dire que ça, voilà. Heureusement que ça n'arrive pas tous les jours, mais les mégots de cigarettes, ça c'est... C'est exactement ce que je voulais évoquer, les mégots de cigarettes lancés sur la route, c'est vraiment quelque chose à proscrire. Les travaux extérieurs, avec tout ce qui peut générer des étincelles, des travaux de bricolage en période de vacances, il faut vraiment qu'elles soient sécurisées par la présence d'un extincteur, et puis surtout éviter ces barbecues proches de la végétation qui peuvent être des phénomènes de déclencheurs de méga-feux.
Et d'éviter de se promener. Il y a une cartographie des massifs dans le sud-est de la France. Ouais. Et quand la cartographie est en zone noire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit dans le monde de se promener en forêt, il ne faut pas y aller. Et je pense qu'il faut que ce soit un réflexe des randonneurs d'aller vérifier les cartographies pour éviter, parce qu'après, ça peut aussi générer des départs de feu, la promenade, voilà. Alors, face au feu, la France a-t-elle suffisamment de moyens? On va faire un point en image avec Odile Longueval. Ces derniers jours, ils se multiplient dans le sud de la France, comme dans l'Hérault hier soir. Le présage d'un été à haut risque. Mais en cas de nombreux incendies simultanés, sommes-nous prêts? Tout autour de la Méditerranée, les départements de l'Aude, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône sont confrontés à des départs de feu en moins d'une semaine. Et déjà, certains élus locaux alertent. Avec les moyens existants, nous ne pourrons pas faire face à des feux qui partiraient de plusieurs endroits en France. Pour lutter contre les incendies, la France dispose de 12 Canadair et 8 avions Dash. Des appuis aériens indispensables pour larguer une importante quantité d'eau. Mais certains sont en maintenance, les appareils sont vieillissants. Et pour en obtenir de nouveaux, il faut patienter. On a un délai de 3 ans entre la mise en commande et la livraison. Donc on parle des orientations à l'échéance 2028. Alors certains proposent de se tourner vers d'autres constructeurs. La région Sud a fait déjà le choix de pouvoir accueillir la prochaine base INAERO pour permettre la construction en 2035 de nouveaux avions amphibies français qui vont pouvoir servir enfin l'Europe. Autre solution, nous appuyer sur nos voisins européens, comme ici avec ces pompiers allemands en Gironde en 2022. Mais là aussi, le dispositif a des limites. Ils ont aussi leur risque incendie. Donc, à un moment donné, on ne va pas pouvoir en fait tous se dépanner les uns et les autres. Donc, ce qui serait l'idéal, c'est d'avoir une force européenne au niveau de l'aviation. L'État a bien promis 4 Canadair supplémentaires après les incendies de 2022 en Gironde. Mais seuls 2 ont été commandés pour l'heure. Commandant, vous avez vu dans le sujet. Donc, est-ce que la France est armée? 12 Canadair qui ont 30 ans. C'est une flotte qui est très sollicitée pendant l'été. Ça va suffire déjà pour passer l'été et puis plus tard, puisqu'on voit cette accélération de canicule. Donc, il va falloir de plus en plus de moyens. D'abord, vous dire qu'on est prêt et vous rassurer sur le nombre de matériel disponible par la sécurité civile et puis les moyens terrestres. Juste pour vous rappeler, parce que c'est partiellement expliqué dans le reportage, on a 40 appareils. Là, on fait un focus sur les Canadair, qui sont des appareils emblématiques qui écopent. On ne parle pas de nos hélicoptères de sécurité civile qui sont loués et qui font un travail remarquable, comme on l'a vu à Narbonne, à Marseille, mais aussi dans l'Hérault ces dernières 24 heures en France. Et ce qu'il faut, c'est regarder l'action globale de la sécurité civile. D'abord des moyens terrestres. Vous dites qu'il y a assez. Oui, parce que 85% des feux naissants et des feux en France sont éteints d'abord par les moyens terrestres des services départementaux d'incendie et de secours. Ça veut dire qu'on a une proportion sur des méga-feux déjà qui sont attaqués par des moyens présents sur le territoire. Ensuite, notre flotte, elle est rétrofitée. Ça, on n'en parle pas dans le reportage, mais elle est rétrofitée de manière régulière. 2 appareils ont été mis en commande l'année dernière et 2 appareils vont être mis pour les Canadair en commande l'année prochaine. On a eu 6 nouveaux Dash qui ont été perçus l'année dernière et on continue à travailler à maintenir une flotte et à globaliser cette flotte. Et puis, vous l'avez dit en fin de reportage... Mais le Dash, c'est pas comme le Canadair. Ils ne peuvent pas se recharger en mer, par exemple. Oui, la plus-value de nos appareils, c'est d'avoir des modes opératoires qui sont différents. Le Dash emporte 10 000 litres d'eau, quand le Canadair en emporte 6 000, avec cette capacité pour le Dash de pouvoir charger en retardant sur des bases qui sont prévues et poser ces barrières, on l'a vu à Marseille, qui sont particulièrement efficaces pour stopper la progression proche des habitations. Donc c'est vrai que chaque appareil a ses spécificités et le Canadair, il a cette capacité de pouvoir écoper rapidement à proximité du sinistre. Donc vous êtes rassurant. Hendrik Davy, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes aussi rassurant que le commandant Ponin, Sina Payan? Alors, pour aller dans son sens, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque incendie ne cesse d'augmenter avec le changement climatique, mais pour l'instant, les surfaces brûlées n'ont pas augmenté massivement depuis les années 80. Et la raison à ça, c'est qu'on a un service public de forestiers et un service public et des sapeurs-pompiers qui font un travail exemplaire et qui ont beaucoup progressé. Donc là, c'est le côté rassurant. Bon, maintenant, sur le côté un peu plus inquiet, c'est que le risque va exploser. C'est-à-dire qu'on est face à un risque incendie qui est déjà fort, mais là, si le changement climatique
climatique augmente et qu'on a 3-4 degrés de plus d'ici 2100 en France, certains scénarios de Météo France, c'est ça, en réalité, ce qu'on a là et notre matériel, etc., est en dessous des capacités qu'il faudrait. Donc je pense qu'il va falloir monter en puissance. Donc il va falloir commander ces Canadaires. Emmanuel Macron avait promis d'en acheter 4. Exactement. Et par ailleurs, je me souviens, parce que là, lors de la dernière projet de loi de finances de l'Assemblée nationale, on avait voté une augmentation des budgets et qui n'ont pas été, après on a vérifié, ils n'ont pas été mis en décret. Et donc, en fait, lors des programmes d'austérité successifs, en fait, l'enveloppe a été supprimée. Donc, je crois qu'il y a vraiment la nécessité quand même parce que vous l'avez dit, ça prend du temps, c'est-à-dire de commander, y compris les hélicoptères. Nous, ce qu'on pensait, mais je remets à avoir votre avis, c'est qu'à un moment donné, de plutôt avoir notre propre flotte pour être autonome et pas forcément être contraint de les louer. Donc voilà, il faut programmer en puissance et puis il faut des hommes et des femmes. Donc il faut des pompiers. Il y a 30 000 pompiers en moins chez les volontaires depuis 30 ans. Nous, ce qu'on propose, ma collègue Sandra Rigol qui le propose, c'est qu'à l'horizon 2040, vous voyez, il faut se projeter, on recrute plus de 40 000 professionnels en plus. Voilà, donc c'est des chiffres qu'il faut discuter avec vous. Voilà. Mais je crois qu'il faut qu'on se projette dans un monde où il va falloir réellement combattre le feu de manière un peu comme les Américains l'ont en Californie aujourd'hui, ou les Canadiens qui ont des forêts assez différentes. Face à des méga-feux, on n'a pas encore eu de méga-feux en France, de vrais méga-feux, de feux gigantesques comme on peut en avoir aux États-Unis ou au Canada. Et c'est à ça qu'il faut se préparer, hélas. Oui, parce que vous parliez de Los Angeles, là, pour le coup, ça a été terrible, le bilan. Donc il faudrait avoir notre propre flotte d'hélicoptères pour répondre à monsieur le député. Oui, on peut aussi rappeler la création de nos unités d'instruction de la sécurité civile. Pour exemple, le 4e risque de Libourne a été inauguré récemment. On voit que ces effectifs, c'est tout l'enjeu de la sécurité civile, de garder des effectifs opérationnels, de les augmenter. Et ce régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile montre qu'à l'échéance des 2 prochaines années, on va avoir 600 sapeurs-pompiers de disponibles pour renforcer ces effectifs en renfort sur les territoires. Fabio D'Andrea, quelles leçons peut-on tirer déjà? Comment il faut développer de nouveaux moyens? Vous êtes évidemment celui qui va nous dire que ces canicules vont s'accélérer, que ça va être de plus en plus tôt, qu'il va y avoir de plus en plus d'incendies, de catastrophes. Il y a aussi une prévision qu'on fait sur les feux de forêt. Donc on ne prévoit pas les feux, on prévoit les conditions climatiques qui sont favorables aux feux. Et pour un monde à 2 degrés plus chaud, et on y sera, disons, dans quelques dizaines d'années, on prévoit une 50% de plus de probabilité en Méditerranée. D'incendie. De conditions favorables aux incendies. Après, qu'il y ait des incendies ou pas, dépend beaucoup de ce que vous faites, dépend beaucoup de l'aménagement. Et aussi, les dégâts qui feront les feux dépendent beaucoup de comment évolue la vulnérabilité. Mais le Canada et la Sibérie, donc les forêts boréales, elles sont beaucoup pires que nous. Là, les probabilités vont augmenter beaucoup plus. Et on est dans des zones très éloignées où il y a moins de gens, heureusement, mais où intervenir va être compliqué. Mais il y a un sujet avec la Méditerranée, si je comprends bien. Oui, la Méditerranée est un des hotspots parce que, effectivement, la sécheresse augmente et la chaleur augmente. Les 3 ingrédients, c'est le vent, la sécheresse et la température. Le vent ne change pas beaucoup, mais la sécheresse et la température vont augmenter fortement. Et les vents, justement, on parlait du Mistral ou de la Tramontane, est-ce qu'ils participent véritablement aussi à ces feux? Tout à fait, c'est très important. Par exemple, à Marseille, c'est ça qui s'est passé. Il ne faisait pas particulièrement chaud, il avait fait chaud les jours précédents, ce qui a créé la sécheresse. Mais ce qui a vraiment maintenu le feu, c'était le vent. Alors, il faut savoir qu'avec le changement climatique, on ne prévoit pas encore un changement de vent. On ne peut pas trop dire. Donc, on pense que ça ne changera pas beaucoup. Mais les autres ingrédients augmentent. C'est-à-dire lesquels? Donc la chaleur et la sécheresse. Et des feux, il y en a aussi en Espagne, en Catalogne, puisque les pompiers sont parvenus à stabiliser l'incendie maintenant qui a ravagé plus de 3300 hectares de forêt en 3 jours près de Tarragone, dans le nord-est de l'Espagne. En Grèce, l'acropole d'Athènes a fermé les portes encore aux heures les plus chaudes aujourd'hui. Et on prend des mesures de prévention parce qu'il y a un risque extrêmement élevé d'incendie. Voilà ce qu'on dit à Athènes, où on retrouve Alexia Kefalas, notre correspondante. Alexia, risque extrêmement élevé d'incendie avec la protection civile grecque, justement, qui a placé en état d'alerte une grande partie de la région autour d'Athènes, l'Attique, le centre et le Péloponnèse.
Exactement, et ça va jusqu'aux montagnes au sud d'Athènes ici, où la plupart des Grecs et des Athéniens viennent se rafraîchir. Il faut savoir qu'en raison de la canicule, eh bien, tous les travaux en extérieur, livreurs, construction, ouvriers, bref, ne peuvent pas travailler entre midi et 17h. Les sites archéologiques, vous l'avez dit Stéphanie, sont fermés entre 13h et 17h. Ceux qui sont en extérieur et les visiteurs et touristes sont invités donc à visiter les musées qui sont eux climatisés. Mais effectivement, le risque est aussi en raison des vents, les vents qui restent violents malgré cette canicule qui dépasse les 40 degrés notamment à Athènes. Et donc les autorités appellent à la vigilance. D'abord, tous les parcs publics et les petites forêts sont fermés tout simplement au public. Pas de balade, pas de randonnée, rien du tout. Et puis il y a des patrouilles. Les policiers sont invités notamment à patrouiller dans toutes les zones vertes autour d'Athènes pour voir s'ils pourraient intercepter des départs de feu. C'est une méthode qui a été inaugurée cette année notamment. L'armée est aussi mobilisée et on peut dire que tous les départs de feu pour le moment sont plus ou moins maîtrisés, et ce malgré les vents violents. Vous savez, ça va très très vite dans ces cas-là, la moindre étincelle et tout part et tout devient incontrôlable, justement parce que les pompiers grecs sont débordés chaque été. Donc voilà, c'est la mesure, des patrouilles, la vigilance aussi, beaucoup de messages de la télévision pour pas que les Grecs jettent leurs cigarettes n'importe où. Il y en a encore qui le font, il y a encore ce genre de message. C'est vrai que c'est étonnant, mais ça le fait. Et puis il y a enfin un autre phénomène ici qui inquiète, en dehors des feux de forêt qui sont assez nombreux par dizaines tous les jours ici, voire par centaines, c'est le réchauffement de cette Méditerranée. Rien que le mois de juin a affiché 2 à 5 degrés de plus. Les spécialistes parlent d'une tropicalisation, un phénomène de tropicalisation accélérée. Bref, cette Méditerranée est en surchauffe, ça inquiète véritablement aussi les autorités. On peut dire que des experts se relaient, notamment à Athènes ces derniers jours, pour justement voir comment ça se passe au niveau du mois de juillet, si la température reste aussi élevée de cette Méditerranée. Merci Alexia Kefalas, notre correspondante à Athènes. Peut-être que vous pouvez rebondir, Fabio D'Andrea, sur ce réchauffement de la mer Méditerranée. Ça a aussi un impact? Oui, ça a un impact local par le dégagement de chaleur par la mer. Et ça a aussi un impact qui me préoccupe un peu à long terme, parce que la surface de la mer a un temps long de variation. Donc il y a des chances qu'à l'automne, on sera encore en situation de canicule dans l'eau. Et quand la mer est chaude, il y a des dangers de précipitations fortes sur la côte méditerranéenne, ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens. Donc c'est d'autres types de catastrophes là. Ça c'est l'inondation plutôt. On a déjà alors. vu, par exemple l'année passée à Valence, c'était un cas de ce type-là où la Méditerranée était très chaude et qui a provoqué entre autres l'épisode de Valence. Mais il y en a par exemple les Cévenols, les événements méditerranéens en France aussi. Donc Méditerranée chaude, il y a ce danger-là. Après on va voir comment ça évolue. Peut-être en août il fera froid, peut-être ça peut arranger un peu les choses, mais la prévision n'est pas trop là. La prévision, c'est plutôt qu'il va faire chaud au mois d'août. Hendrik Davy, intéressant de voir les mesures qui sont prises maintenant en Grèce. Est-ce que ça va être de plus en plus le cas en France d'interdire les promenades, les randonnées, donc de fermer des sites? Là, on a l'impression que c'est très différent d'avant, finalement, ce qu'ils font. Et oui, le monde va changer. Alors ceux qui pensaient que le changement climatique, ça ne changeait rien à leur vie, je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience que si, ça va changer, et c'est pour ça qu'il faut atténuer le changement climatique, parce que ce que nous disent les scientifiques du GIEC, c'est que si on limite le réchauffement climatique à 2, c'est quand même mieux que 2,5. Si on le limite à 2,5, c'est mieux que 3. Et ça change tout dans les types de mesures et les privations, y compris de liberté, qu'on va avoir. Donc je crois qu'il faut qu'on en ait conscience et qu'on limite nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est le plus important. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a différentes échelles temporelles. Il y a une échelle temporelle de prévention, on va en parler peut-être sur les forêts, c'est-à-dire qu'il va falloir limiter en fait la combustibilité des forêts, etc. Il va falloir adapter nos forêts. Et puis il y a la prévention à court terme, à très court terme, c'est-à-dire au moment où il y a un risque fort, il va falloir changer nos comportements aussi. David Gilbert, vous êtes encore avec nous à Marseille. Un dernier mot justement sur ce qui se passe en ce moment à Marseille. J'imagine que vous allez retrouver aussi ces Marseillais qui sont encore un peu sous le choc. Oui, bien sûr, sous le choc, on l'a dit tout à l'heure, mais après, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est cette solidarité. Alors, je ne sais pas si c'est particulier aux Marseillais, mais c'est vrai qu'on a vu à la fois des habitants à l'Estac qui venaient voir leurs voisins ou des proches pour se tenir au courant, savoir quels étaient les dégâts sur telle ou telle habitation. Et puis, ce matin, au Pen Mirabeau, on nous a raconté aussi que malgré qu'un abri avait été ouvert pour accueillir les gens cette nuit, eh bien, tous les habitants s'étaient proposés pour accueillir d'autres habitants de ce village. On
sait aussi que la municipalité de Marseille a ouvert un guichet unique, je crois que ça s'appelle comme ça, dans un centre social à l'Estac pour que tous les sinistrés puissent venir faire leurs réclamations, etc. Donc on sent qu'il y a vraiment un élan de solidarité au sein de la population marseillaise. Et puis voilà, on espère évidemment que les gestes pas barrières, mais les gestes qui ont été indiqués ces dernières heures, eh bien seront bien appris au sein de la population pour les prochaines échéances. Donc ne pas jeter ses mégots par terre, par exemple, ça c'est un des gestes. Merci David Gilbert, donc notre envoyé spécial à Marseille. Au-delà de ces gestes, commandant, comment mieux prévenir? On parlait des forêts, donc débroussailler les forêts. Il y a une gestion des forêts qui pourrait être plus importante en France, en amont. Oui, on a eu une gestion préventive qui doit vraiment être renforcée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et on voit dans votre reportage ce premier échelon du rôle des maires dans les plans communaux de sauvegarde, là où on a une première réponse de sécurité civile, une autre départementale, on l'a vu avec l'action des services départementaux d'incendie et de secours. On a parlé des zones, on a parlé de l'action des moyens nationaux, et puis il y a aussi ce dernier échelon qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la coopération européenne avec notre mécanisme de protection civile qui permet justement d'avoir un appui mutuel des forces lorsqu'on arrive à la rupture capacitaire. Et vous avez montré le sujet de la Grèce tout à l'heure. On va partir en Grèce cet été, le 15 août. Les pompiers français seront en Grèce justement pour travailler cette coopération. Et tout au long de l'année, on travaille ensemble. Qu'est-ce que vous travaillez en particulier pour que cette coopération soit meilleure? Alors déjà, les méthodologies opérationnelles, apprendre à dialoguer ensemble, mais surtout avoir des process d'intervention qui sont communs, avec une utilisation de nos matériels communs, des moyens aériens, mais aussi des moyens terrestres. On l'a vu à Marseille où on a utilisé des forces à l'entraînement et en présence européenne qui étaient présentes. Et c'est aussi ce dernier échelon de réponse opérationnelle qui permet d'assurer cette intervention lorsqu'on arrive sur des crises qui sont particulièrement imprévisibles et particulièrement exceptionnelles. Fabio D'Andrea, un mot sur les forêts, justement, cette gestion des forêts. Que faudrait-il faire pour que les sols, les forêts, justement, soient moins vulnérables aux flammes? Malheureusement, pour la sécheresse, la seule chose à faire, c'est d'atténuer le changement climatique. Je suis désolé. Donc ça, c'est le long terme. Ouais. Et ça, c'est une chose qui se négocie à l'échelle internationale. Après, il y a de l'adaptation au changement climatique, et ça, c'est vous les experts pour ce qui regarde la prévention des feux. Et ça se négocie localement, par contre. Donc là, on peut agir localement, et il faut faire des adaptations. Vous connaissez les feux, pour les canicules, il faut adapter beaucoup de choses. Il faut adapter les horaires de travail, le bâti, l'urbanisme, planter des arbres dans la ville. Mais alors planter des arbres, et puis d'un autre côté, attention aux forêts, il faut débroussailler à d'autres endroits. Ouais. Donc tout dépend évidemment. Et pour la sécheresse, il y a des pratiques agricoles qu'il faut adapter. Il y a aussi la gestion de l'eau. Mais ça, vous voyez, on ouvre vraiment un chapitre très, très complexe. Sur les forêts, justement. Sur les forêts, un des éléments... Vous défendez un texte, me semble-t-il. En ce moment, on travaille sur un texte transpartisan avec une députée de Renaissance et 5 autres groupes parlementaires qu'on va essayer de déposer et de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale à l'automne prochain sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Donc la question des incendies de forêt fait partie évidemment du sujet. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même que ça brûle d'autant plus qu'il y a de la biomasse, il y a du combustible. Donc il nous faut une forêt gérée. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre entre éviter les coupes rases, c'est un des éléments forts qu'on a dans notre texte, et en même temps éviter aussi l'absence de gestion, notamment en zone méditerranéenne, parce que quand il n'y a pas de gestion forestière, qu'on ne sort pas le bois, mécaniquement il y a plus en fait de biomasse, et donc ça accentue la violence de l'incendie. Donc une des pistes qu'on a, c'est d'augmenter le nombre de ce qu'on appelle le plan simple de gestion. C'est un peu technique, c'est que les forêts sont gérées, et pour qu'au-dessus de 20 hectares, c'est obligatoire d'avoir un plan simple de gestion pour dire quelles sont les coupes qu'on fait, etc. Le problème, c'est qu'en dessous de 20 hectares, pour l'instant, c'est pas obligatoire. Donc on propose de diminuer à 10 hectares. C'était une des propositions que j'avais fait, un amendement que j'avais fait. Baisser le seuil, Baisser le seuil. Mais hélas, pour ça, et c'est le ministère qui nous a dit ça il y a quelques temps, c'est qu'il faut augmenter le nombre de forestiers. C'est-à-dire que notamment de conseiller pour les forêts privées, donc c'est ce qu'on appelle le Centre national de la propriété forestière. Et un des gros soucis qu'on a en France, c'est que l'ONF, qui est un formidable service public, ses effectifs ont fondu, ils sont passés de 15 000 agents à 8 000 agents. Donc un des objectifs, et moi ce que je répète tout le temps, c'est qu'on ne va pas pouvoir
pouvoir adapter la forêt française, et on pourra discuter des tas d'autres choses, hein, les essences qu'il faut planter, etc., comment on fait du renouvellement et de la régénération naturelle, on ne peut pas l'adapter au changement climatique si on continue de casser le service public. C'est pareil à Météo France, c'est pareil dans beaucoup de cas. Et donc, je crois qu'il faut vraiment renforcer l'Office national des forêts et les centres régionaux de la propriété forestière, et pour y compris faire de la formation des propriétaires. Enfin, il y a des tas de choses à faire et des tas de choses qu'on a mis sur la table. Mais pour ça, il faut des moyens. Bien sûr, on en revient toujours aux moyens. Allez-y. Mais en fait, ces moyens-là, c'est beaucoup moins cher que payer après pour les dégâts. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, il y a un pattern. Toutes les fois qu'on parle d'investissement pour l'adaptation, eh ben, on fait face à ce paradoxe. Pour rappeler, Los Angeles, c'est 10 000 maisons qui ont été détruites. Et 10 à 15 milliards de dollars de dégâts. Alors, les estimations varient. Mais voilà, c'est-à-dire que quand on laisse la situation se dégrader, qu'on ne s'adapte pas, qu'on n'atténue pas le changement climatique, à la fin, c'est ce type de montant. Et donc, c'est rien. L'augmentation, par exemple, que nous, on avait proposé du budget de l'Office national des forêts, je vais le retrouver, c'est 500 millions d'euros, je crois, en plus qu'on avait proposé, qui n'ont pas été acceptés. Mais c'est à mettre au regard des 10 à 20 milliards de dégâts sur un méga-feu à un moment donné à Los Angeles. Voilà. Il y a une contrainte budgétaire et souvent, il y a du court-termisme, c'est oui, ça? Mais pas dépenser de l'argent à court terme, et c'est pareil pour la santé. Hein. La santé environnementale, c'est pareil. Ne pas vouloir dépenser l'argent à court terme induit des dépenses massives à plus long terme. Et ça, je pense qu'il faut arriver à faire prendre conscience à une partie de la classe politique qu'il faut savoir, par moment, investir dans le long terme pour moins dépenser plus tard. Voilà. Commandant, il faudrait aussi plus de pompiers dans l'absolu pour faire face justement à cette accélération. J'aimerais surtout rappeler la stratégie de sécurité civile de lutte contre les feux, parce que comment lutter contre ces incendies, c'est la question qui nous est posée. La particularité en France, c'est qu'on a 3 actions importantes. La coordination des moyens, on en a beaucoup parlé, mais aussi l'attaque de feux naissants avec nos moyens en reconnaissance, et surtout notre stratégie spécifique française, c'est l'attaque massive, c'est-à-dire que tous les moyens qui sont à proximité immédiate du sinistre sont engagés. C'est une spécificité française et on le voit. Quand vous dites tous les moyens, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a des colonnes de feux de forêt qui sont prépositionnées avant l'éclosion du sinistre. On a aussi ces renforts de pompiers qui viennent de l'extérieur sur le territoire et nos moyens de sécurité civile. Donc c'est vraiment cette stratégie, attaquer dans les 10 premières minutes, permet vraiment d'avoir ces feux, ces méga-feux. Et 90% de nos feux n'excèdent pas 1 hectare grâce à cette stratégie, à ces 3 piliers d'action. Mais justement, à quel moment est-ce que les forces, les pompiers, toutes ces forces dont vous parlez, seraient insuffisants ? Est-ce qu'on pourrait effectivement connaître un scénario comme Los Angeles ? Même pendant les phases précédentes, 2022 a été particulièrement impacté, notamment dans la Gironde. 2022, c'était un mauvais souvenir. Oui, très mauvais souvenir, mais ça nous a permis de voir cette rupture capacitaire et de voir, pour répondre à votre question de manière précise, est-ce qu'on avait atteint nos limites. Grâce à 2022, en retour d'expérience, le rétex, comme on appelle ça chez les pompiers, nous permet d'améliorer nos capacités de frappe, nos formations et nos matériels. Donc là, vous êtes très positif. Oui, je suis assez positif par rapport à la réalité de ce qu'on voit sur le terrain. En qualité d'officier de sapeur-pompier, on se rend compte de cette limite. J'étais sur le terrain récemment et c'est vrai que je vous donne le ressenti du terrain et de nos moyens. Si on devait faire face demain à 2-3 Marseille sur place, on aurait cette capacité de réponse à la fois à l'échelle nationale, voire à l'échelle européenne. 2-3 Marseille, mais 5, 6, 7, là, ça deviendrait quand même très complexe. On serait dans une situation particulièrement exceptionnelle. Ouais. Comment voyez-vous la prévention, justement, Fabio D'Andrea, en dehors, effectivement, des mesures plus globales, mais des mesures peut-être concrètes aujourd'hui ? Pour le feu, je laisse l'expert parler. Vous en savez beaucoup plus que moi. Pour les autres, phénomènes extrêmes... Une coopération européenne, peut-être aussi en matière météorologique plus grande pour la prévention. Est-ce qu'on peut connaître un peu plus, avec un peu plus de détails, le niveau des canicules, la problématique air froid, air chaud, pour prévenir, en fait ? En fait, les avances en termes en matière de climatologie et de météorologie sont toutes internationales. Donc, on est déjà à cette échelle-là. En fait. On collabore déjà avec nos collègues européens, voire au-delà de l'Europe. Donc, ça doit redescendre pour qu'il y ait des alertes. Donc, l'aspect de l'information est comme ça. Et les méthodes qu'on utilise pour rendre l'information plus locale
on les développe à l'international et on les applique au local. Et ça, on peut améliorer. On peut améliorer avec des meilleurs modèles numériques, on peut l'améliorer en utilisant de l'intelligence artificielle. Oui, on dit qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait beaucoup mieux faire. De quelle manière? Parce qu'on peut, disons, faire descendre d'échelle l'information à grande échelle météorologique, la faire descendre à l'échelle, par exemple, de la parcelle ou de la vallée ou de certains types d'utilisation de la terre. Et c'est là qu'on peut prévoir exactement où le départ de feu peut avoir lieu. Donc ça, on le fait avec des gros calculs. On utilise des calculateurs très puissants, voire des outils de calcul AI. Mais en fait, c'est un peu la même chose, juste d'une différente manière de calculer. Parce qu'effectivement, on a beaucoup dit aux États-Unis, avec les inondations qui sont produites au Texas, qu'il n'y avait pas eu d'alerte suffisante. Donc, il y a encore des progrès à faire sur l'intelligence artificielle, sur la façon dont on peut alerter les gens sur une future inondation, sur un incendie. Je crois que, bon, d'abord, il faut se dire que on ne peut pas tout prévoir. Il faut quand même aussi, je veux bien qu'on rassure les gens, mais à un moment donné, c'est un des problèmes du changement climatique, c'est qu'on va se retrouver dans des conditions hors des conditions habituelles et aux limites de certains types de modèles. Donc, un, on ne peut pas tout prévoir. Et deux, l'ensemble des organismes qui sont censés prévoir, etc., c'est aussi des hommes et des femmes. Et on a baissé les effectifs de Météo France aussi. Je fais les services publics. Mais oui, mais ça joue aussi. C'est-à-dire que pour la descente d'échelle et la connaissance du terrain, c'est bien d'avoir des modèles, de l'intelligence artificielle, ça peut aider. Mais quand on a des agents qui connaissent bien en fait le terrain, et on a supprimé, en fait, je vous dis ça parce qu'on a supprimé pas mal de réseaux de stations en fait de Météo France, je pense que ça c'est une erreur parce qu'on a besoin d'avoir une information et des gens qui connaissent réellement bien le terrain et connaissent Et pour revenir à l'échelle peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit et sur lequel il va falloir travailler, c'est les obligations légales de débroussaillement. Vous en avez un peu parlé. C'était dans la loi précédente. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un état des lieux pour voir si on a vraiment amélioré les choses en légiférant. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que comme c'est les maires qui, à la fin, décident de mettre une amende ou pas si le débroussaillement a été fait, en gros, par rapport à leur population, rares sont les maires qui vont aller mettre les amendes. Et je crains qu'on n'ait pas fait énormément de progrès et qu'il faille avoir une réflexion là-dessus parce que c'est essentiel de débroussailler autour des maisons. Donc il faudrait le rendre obligatoire avec une loi, c'est obligatoire. Le problème, là, c'est la mise en exécution de l'obligation. Je ne sais pas si vous avez une maison, si vous avez une maison avec une forêt à côté, je ne sais pas, une maison secondaire, c'est pas votre cas, bon, c'est pas mon cas non plus, mais c'est de votre responsabilité de faire le débroussaillement autour de votre maison, y compris sur des parcelles qui ne vous appartiennent pas. Bon, et c'est votre responsabilité, c'est vous qui devez payer. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas, vous êtes passible maintenant d'amende et les amendes ont augmenté. Mais c'est le maire qui décide de l'amende ou pas. Et imaginez bien que s'il commence à mettre des amendes à tous ces citoyens, il risque de ne pas être réélu. Qui devrait le décider? Moi, je pose le débat. Est-ce que laisser les maires décider de ça, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il ne faut pas redonner au préfet ou à d'autres acteurs? Alors, les pauvres acteurs de la police de l'environnement, de l'OFB, en ce moment, je ne sais pas si ça leur ferait un cadeau de leur donner ça. Mais il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire que là, on a un vrai souci. Et pareil, on a un souci, 500 000 habitations en Méditerranée qui sont en zone forestière aujourd'hui. Alors, il ne faut plus construire, mais il y a 500 000 habitations. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour éviter ça, quoi? Commandant, juste un dernier mot sur ce sujet du débroussaillage. Oui, c'est vraiment la clé de la prévention, c'est de pouvoir vraiment éviter tout ce qui peut propager l'incendie à proximité des habitations. Je vous donne un exemple, le stockage de bois pour la cheminée l'hiver accolée à une façade de maison. C'est vraiment un exemple et une illustration de ce qui propage l'incendie en zone urbaine. Je le rappelle, on a eu 8 groupes hier urbains qui étaient dédiés simplement à la protection des habitations. Avant ça, débroussailler, c'est essentiel et permettre surtout l'accès. Donc que faire de ce bois? Il faut le rentrer il faut plutôt le mettre sur un endroit éloigné de l'habitation, comme le nettoyage tout autour de l'habitation. C'est peut-être la chose qu'il faudra rappeler pour les jours à venir. Voilà, toutes ces règles donc très importantes pour la prévention. Merci beaucoup, commandant Ponin. Sina Payen d'avoir été avec nous. Merci Fabio D'Andrea. Merci beaucoup Hendrik Davy. Et merci bien sûr à David Gilbert qui est avec nous pendant toute l'émission. Et puis à Alexa Kefalas, notre correspondante en Grèce. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et également en podcast.